Bon, voilà, donc on va commencer le troisième chapitre sur les formes différentielles sur Rn. Voilà, donc les formes différentielles, quels sont ces objets-là mathématiques? C'est être mathématique, c'est quoi? Quel est leur objectif? Donc, je vais commencer par une petite introduction qui va nous motiver à définir ces êtres. Alors, il faut savoir, alors ça, c'est des choses que vous connaissez déjà. On sait calculer la longueur d'un segment alors, à l'aide d'une intégrale ou l'aire d'un domaine. On a déjà fait ça, un domaine de R2, on fait bien sûr l'intégrale double sur ce domaine de X. Aussi le volume d'un domaine de R3 qu'on a déjà défini de cette manière, donc par l'intégrale triple. Alors, le problème, on remarque chaque fois que l'élément de longueur ou de surface, ça s'écrit toujours soit d de x dans le cas réel, soit d de x, d de y dans le cas de dimension 2, et en dimension 3, c'est dx, dy, dz. Alors, bien sûr, la question qui se pose, comment déterminer à l'aide d'une intégrale la longueur, l'aire, le volume, ou bien on peut aller plus loin pour les autres dimensions, je vais l'appeler aussi les volumes, mais pas nécessairement des domaines. Alors, vous voyez que, par exemple, dans R domaine, c'est un intervalle. Dans R2, un domaine, par exemple, c'est comme un disque ou, ou n'importe quelle partie de R2 qu'on avait déjà définie, qui est en général l'intérieur non vide, et ainsi de suite. La même chose pour R3. Mais ici, par exemple, je prends une courbe. Et donc, une courbe, une courbe, elle est courbée, elle n'est pas une courbe dans R3 ou dans R2. Elle n'est pas, de face, elle n'est pas de, sa dimension, c'est vrai, elle est égale à 1, mais elle n'est pas comme une droite, voilà, comme un segment. La même chose pour une surface. Une surface, c'est comme un domaine de R2 que je le courbe. La même chose pour les solides. Vous avez des solides qui sont contenus dans Rn. Alors, comment calculer leur volume ou leur longueur ou leur R? Alors, donc, par exemple, je donne des exemples, les cercles, les ellipses, les sphères, alors la surface de la Terre, euh, d'une pomme de terre, prenez la surface d'une pomme de terre, surface d'une chambre à air, aussi chambre à air. Je peux ici, alors il y a un problème, donc je peux voir des exemples. Alors on va voir des exemples. Alors donc, voilà, donc je vais voir des exemples, voilà. Pour les courbes, vous voyez ici sorte de courbes. Alors là, vous voyez les lisses, vous voyez alors, on pourrait bien sûr, ces courbes-là, je les définis dans R2, mais celle-là, il est dans R3. Vous voyez, c'est une courbe gauche. Celle-là aussi, il est dans R3. Mais vous pouvez voir celle-là. Donc, vous avez. Alors, elle est partie. Alors, est-ce que vous avez des questions? Qui ont levé la main. Alors, vous pouvez activer. Donc, alors voilà des exemples des courbes. Alors, vous avez aussi des exemples de surface. Vous voyez ici, vous voyez là, c'est bon, ça ce n'est que un carré. Ou bien ici, c'est la sphère. Là, c'est chambre à air. Alors là, ce qu'on appelle la bande de Mobius, là, c'est un cylindre. Là, je vois la bouteille de Klein, ça s'appelle la bouteille de Klein. Là, c'est le limniscate de Bernoulli, mais un peu euh, épaissi. Donc, vous voyez, par exemple, c'est des exemples.
Et je me demande comment calculer l'aire de ces surfaces. Quelle est la façon de calculer? Est-ce qu'il y a une manière, mais pas aussi à l'aide d'une intégrale? Je ne peux pas faire ici parce que c'est quelque chose de dimension 2, mais qui se trouve dans un espace de dimension 3. Donc, je ne vais pas utiliser c'est l'intégrale double de dx, dy, ça ne va pas marcher parce qu'il vit, il vit ces surfaces vivent dans R3. Donc, je ne peux pas utiliser dx, dy. Alors, donc, vous voyez, donc c'est ça la motivation. Comment créer des êtres mathématiques qui permettent de trouver ces invariants, les volumes ou l'air ou ainsi de suite. Donc, c'est ça l'objectif de ce chapitre, est de définir et donner des propriétés basiques des êtres algébriques dans Rn. On va donner des êtres algébriques pour n. Alors, on va se limiter à n égale 1, 2, 3. Ah, on pourrait bien sûr généraliser pour tout n, mais pour le moment, on va se limiter à R1 ou R2 ou R3. Alors, ces êtres, on va appeler les formes différentielles et qui peuvent déterminer des invariants géométriques. Alors, ce sont des êtres vraiment algébriques, mais qui vont nous déterminer des invariants géométriques. D'accord? Donc, vous voyez ici que l'algèbre, il vient au secours de la géométrie. L'algèbre, avec ces êtres qui sont algébriques, on va définir des invariants qui sont géométriques. Par exemple, la longueur, l'air, le volume, ou en physique, la circulation, le flux, le centre d'inertie, le centre de gravité, loi de conservation. Tout ça, c'est des trucs que vous avez vus en physique, mais qu'on peut les déterminer avec ces êtres qui sont algébriques et qui, donc vous voyez la motivation, elle est quand même importante parce que ces êtres-là, ils sont intéressants, c'est des êtres algébriques, mais ils ont la possibilité de déterminer quelques propriétés géométriques là où on travaille. Voilà donc, c'est ça notre motivation, c'est au premier temps définir ces objets mathématiques qu'on les appelle formes différentielles. Alors, comme il y a tout à l'heure, on a vu dx, dy, donc il y a une sorte de degré. Donc, chaque forme différentielle, il y a un degré qui est associé à la forme différentielle. Donc, on va commencer par les formes différentielles de degré 0. Donc, vraiment là, degré 0. Alors, bien sûr, sur un ouvert. Donc, toutes les formes différentielles qu'on va définir, ils vont être définis sur un ouvert de Rn. Donc, alors, n, c'est toujours 1, 2, 3. Donc, je prends un ouvert de Rn, U, et d'ailleurs, ça, pour toutes les autres formes, ils vont être définis sur U. Alors, on va définir qu'est-ce que ça veut dire une forme différentielle. Ce n'est qu'une application de classe CK. Alors là, on va dire une forme différentielle de degré 0 et de classe CK qui est définie sur U et à valeur dans R. Alors là, vous avez déjà défini que ça veut dire une application qui va d'un ouvert dans R de classe CK. Donc, alors d'ici, il faut regarder les dérivées partielles d'ordre K, toutes les dérivées partielles d'ordre K de F, les dérivées partielles d'ordre K, ils vont être de classe. Toutes les dérivées partielles sont continues. Toutes les dérivées partielles sont continues. Ça veut dire de classe CK. Alors, vous avez déjà vu que ça veut dire une application de classe CK. Alors, classe C0, c'est continu. Quand K égale à 0, c'est continu. K égale à 1, c'est les dérivées partielles sont continues. K égale 2, les dérivées secondes sont continues, et ainsi de suite. Les dérivées partielles, toujours les dérivées partielles, parce qu'il est facile de définir les dérivées partielles. Alors, bien sûr, je peux prendre K égale à l'infini. Donc, K est un entier, et je peux parler aussi de classe C l'infini.
Alors, voilà ce que ça veut dire une forme différentielle. Alors, il y a une notation. La notation de ces formes, on va les noter oméga K0. Alors, K, c'est pour désigner la classe de différentiabilité. 0, c'est pour le degré de U. Et on a dit tout à l'heure, c'est l'ensemble des fonctions, CK de UR. Donc, les formes différentielles de degré 0, c'est simple, ce n'est que des fonctions de classe CK. Alors, souvent, on travaille pour K égale plus l'infini. Ça veut dire, souvent, on travaille sur les formes différentielles de classe C l'infini pour ne pas avoir des problèmes, bien sûr, après, des problèmes techniques. Alors, donc, vous avez l'espace des formes différentielles de degré 0, voilà. Alors, bon, dans le cas où K égale l'infini, on n'écrit pas l'infini. On écrit uniquement oméga puissance, alors là, c'est exposant 0 de U. Alors, on note l'infini. Donc, si vous voyez oméga 0 de U, ça veut dire que c'est de classe C l'infini. Voilà donc, alors je donne des exemples. Alors, exemple, voilà, prenez cette fonction et définie sur U, R2 moins 0, 0. Y sur X2 plus Y2. Bon, ça, c'est une fraction rationnelle. Le dénominateur ne s'annule pas sur U. Alors, et les fractions rationnelles sont de classe C l'infini. Donc, vous voyez ici, j'écris de classe C l'infini. Donc, ici, il n'y a pas de problème, elle est de classe C l'infini. Alors, donc, les formes, maintenant, passent aux formes différentielles de degré 1. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur donc de classe? Alors, les formes différentielles de degré 0, ce n'est que des fonctions. Alors, on va passer maintenant le cas au degré 1. Alors, degré 1, donc, toujours de classe CK, on levait la main. Alors, est-ce que vous avez des questions? Donc, une forme différentielle oméga de degré 1 est de classe CK. Donc, je vais prendre toujours comme tout à l'heure sur U et donner par, c'est facile. Alors, quand vous travaillez sur R, là, vous connaissez, c'est oméga égale f dx. Je multiplie dx que vous connaissez. Ce dx, c'est être, on a déjà défini dx. Mais dx, c'est quoi? C'est l'application identité sur R. L'application identité sur R. Alors, donc, d'accord? Donc, oméga, ça s'écrit f dx. Alors, attention, oméga, il est défini sur U. Oméga, il est défini sur U, comme tout à l'heure. Alors, donc, ça veut dire oméga de x. Donc, je vais dire oméga de x. X appartient à U. Ça va s'écrire f de x multiplié par c'est l'application identité que je vais noter dx. Donc, c'est uniquement l'application. Donc, il y a une application linéaire. Donc, oméga, elle est linéaire. Si vous, pour n'importe quel x appartenant à U, oméga de x, elle est linéaire. Et c'est écrit comme f de x, qui est un réel, fois d de x. Donc, voilà. Alors, dans le cas n égale 2, voilà comment on peut écrire oméga. Et ça, vous avez déjà vu, on va voir des exemples, vous avez déjà vu cette notation quand vous avez calculé la différentielle d'une application, la différentielle d'une fonction. Vous avez déjà rencontré ces écritures-là. Donc, voilà. Alors, donc, dans le cas, donc ça c'est pour n égale 2. Pour n égale 3, la même chose, f dx, dy, parce que là, vous avez x, y, z. Dans le cas de R2, vous avez x, y. Donc, j'ai d de x, d de y. Et c'est quoi dx, dy? Ce n'est que les projections. Dx et dy, la première et la deuxième projection. Projection de R2 sur R. Donc, par exemple, dx de hk, c'est h. d de y, de hk, c'est k. Donc, et ceci, vous l'avez déjà rencontré quand vous calculez la différentielle d'une
fonction. On verra pour l'exemple. Alors, n égale 3, la même chose. Alors, on va ajouter des z. Donc, oméga, c'est f dx plus g dy, h dz. Alors là, il y a dx, dy, dz qui sont bien sûr les projections, première projection, deuxième projection, troisième projection de R3 sur R. Alors, donc, mais si j'applique oméga ici à xy, ou ici oméga appliqué à xy, z, c'est f de xy, z, plus g de xy, z, plus h de xy, z, bien sûr, dx, dy, dz. Et dans ce cas, ça, oméga de xy, z, pour chaque xy, z, le oméga de xy, z est une application linéaire. Donc, oméga, on verra bien sûr pour bien l'écrire. Alors, on note oméga 1, comme tout à l'heure, oméga 1, l'espace des formes différentielles, et de degré 1. Et bien sûr, dans le cas de dimension infinie, c'est oméga 1. Alors ici, je reviens, les fonctions f, ici la fonction f, ou les fonctions f, g, h, sont de classe CK. Donc dx, dy, c'est des entités qui sont fixes, et les fonctions f, g, h, c'est eux qui sont de classe CK. Alors, donc voilà pour... alors, voilà. Donc ici, je vais écrire oméga, il va de U dans les applications linéaires de Rn dans R. Alors, donc oméga, c'est une application qui va de U. Donc, à chaque U, vous avez oméga. Voilà comment, en fait, on écrit sur notation oméga indice U pour désigner oméga de U. En fait, on va le noter, oméga indice U. Pourquoi? Parce qu'il faut encore appliquer oméga U à un vecteur de Rn, un élément de Rn. C'est pour ça qu'on met U ici en bas. Donc, l'exemple, alors, je prends oméga x égale log de x de x. Bon, U appartenant à 0 à l'infini. Je peux prendre oméga xy, c'est y sur x2 plus y2 dx. Ça, c'est dans le cas de R2. Alors, là, on travaille dimension 3. Je peux prendre celle-là. Ah, donc, je continue. Vous avez le D de F. Alors là, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est notation déjà rencontrée quand vous avez calculé la différentielle. Regardez quand vous prenez une fonction de U dans R. Prenez n'importe quelle fonction de UR. Comment vous avez calculé D de F? Alors, si vous vous rappelez bien, D de F, il va de U. Je suppose que F, elle est de classe CK plus 1, CK plus 1 sur U. Donc, je suppose que F, elle est de classe CK plus 1 U. Alors, quand vous calculez, je ne sais pas, donc j'ai oublié de mettre. Donc, si vous, D de F, j'ai oublié ici d'écrire, mais quand vous calculez D de F, qu'est-ce que c'est D de F sur D de X? Dx, plus si vous rappelez, parce que ici, je n'ai pas précisé, si n égale à 1, donc D de F, c'est F' de X. Donc, si n, alors je ne l'ai pas écrit, mais je vais l'écrire ici. Donc, je vais annoter. Alors, donc, pour n égale 1, vous avez D de F. Donc, c'est égal, donc D de F, au point X. Alors, en général, on met X ici. C'est pour ça, cette notation oméga X, c'est égal. Alors, F' de X, ça c'est le cas 1. F' de X, D de X. Voilà, donc, vous avez vu cette relation. Ça, c'est pour le cas n égale 1. Il y a uniquement une seule variable. Alors, dans le cas n égale 2, alors ici, je vais effacer. Alors, je laisse ça, bien sûr. Non, j'efface uniquement ceci.
Alors, dans le cas, bon, ici, je laisse, donc, c'est pas la gomme, c'est où est donc, alors, je ne sais pas comment revenir. Alors, dans le cas, alors, où est le stylo? Alors, dans le cas où vous avez, alors là, c'est trop, donc, donc c'est trop, je ne sais pas comment trouver le, bon, donc ici, je mets la gomme, je gomme. Alors, je vais voir. Alors ici, j'ai la possibilité d'utiliser, bien sûr, alors la notation ou annoter, rétablir. Alors, donc la souris. Donc, je vais revenir. Alors, donc, dans le cas, alors toujours, donc dans le cas n égale 2, vous avez déjà vu. Alors, je vais écrire d de f. Ici, vous avez bien sûr, parce que c'est le cas 2, il y a x et y. Donc, c'est appliqué au point x, y. Bon, je m'excuse pour cette écriture. Donc, vous avez vu que ça, par définition, c'est égal. Alors, si vous vous rappelez, c'est égal d de f. Alors, difficile d'écrire d de f sur d de x. D de x. Donc j'ai dit que ces notations, vous l'avez déjà rencontrées, plus d de f sur d de y, dy. Attention, d de f de xy, ou xy ici appartient à u. D de f est une application linéaire. Donc c'est pour ça que quand je l'applique à HK, un élément de R2, c'est d de f de x fois h plus d de f de y d k. Pourquoi? Parce que d de x de hk, c'est h, et d de y de hk, c'est k. Donc, c'est notation. Bon, si vous êtes dimension 3, vous aurez d de f de x, y, z, bah, il y a le terme d de f sur d de z qui va s'ajouter. Donc voilà, donc j'ai dit que pour les degrés 1, vous les avez déjà rencontrés. Alors, surtout lorsque vous avez calculé la différentielle d'une application linéaire. Alors, donc, je vais essayer de commer ça et je continue. Donc, voilà donc pour les degrés. Donc, voilà pour le degré 1. Alors, donc, maintenant, on va passer aux formes différentielles de degré 2. Donc, comment on va les écrire? Alors, donc, je prends une forme différentielle de degré 2, de classe, toujours de classe CK, sur un ouvert U de Rn, elle est donnée aussi par, voilà, pour n égale, on va voir ici, alors attention, pour 2, on a éliminé R, parce que pour le cas R, c'est nul, il n'y a que 0. Il y a une seule forme différentielle de degré 2 sur R, c'est 0. Donc, il n'y a pas de degré dans R, il n'y a pas. Donc, c'est 0. J'ai dit c'est 0, donc ce n'est pas la peine de le définir. Alors, pour n égale 2, j'ai oméga, voilà, f dx, cette notation, f fois dx, et là, je mets extérieur y. Et je vais dire, c'est quoi d de x extérieur d de y? Parce que rappelez-vous, ces êtres, on va les créer
Alors, ces êtres, on va les créer pour déterminer le volume. Le volume. Là, on travaille dans le cas de n égale 2, donc dans R2. Et vous savez, alors je vais décrire c'est quoi dx extérieur dy, ça s'appelle d de x, désigne l'application déterminant. C'est l'application déterminant. D de x qui est définie sur R2 fois R2. Quand vous prenez, alors, donc là, je vais écrire d de x. Alors, je vais faire une annotation. Donc, je vais prendre, par exemple, dx. Bon, je vais l'écrire après, mais... Alors, je reviens. Je vais annoter. Alors, quand vous faites d de x, alors d de x, extérieur, alors ça s'appelle extérieur, cette écriture, d de y. Alors, il faut l'appliquer, bien sûr. Attention, ici, l'écriture, j'ai dit, c'est pas vraiment très, très fameuse. Alors, donc, dy, ça, c'est dy. Donc, que j'applique à c'est de R2 croix R2. Donc, je dois l'appliquer à deux vecteurs. Le premier dans R2, le deuxième dans R2. Alors, le premier, par exemple, c'est le vecteur AB, petit a, petit b, et le deuxième vecteur, donc, et le deuxième vecteur, parce qu'il est défini, le d de x, d de y, il est défini sur R2 croix R2. Donc, le premier élément, il est dans R2, le deuxième, je vais l'appeler CD. Donc, vous avez deux vecteurs, et ça, c'est exactement, c'est A, B, C, D. Donc, c'est le déterminant. Alors, mais là, il trouve, bien sûr, la raison pourquoi on est... Parce que si vous prenez ça, j'appelle U. Alors, prenez U, ça c'est U. U, c'est AB. Si vous prenez V, ça c'est V. C'est CD. Donc, U, ça c'est U. Ça c'est V. Alors, quand vous calculez le déterminant, alors vous savez que le déterminant, c'est exactement l'aire du parallélogramme. Donc, si vous faites l'aire de ce parallélogramme, vous trouvez le déterminant. Donc, déterminant, bien sûr, c'est une entité algébrique, mais géométriquement, il mesure l'aire de ce parallélogramme. Donc, et comme j'ai dit, nous, on cherche à définir des êtres qui vont être bien sûr interprétés ou une application géométrique. Donc, c'est pour ça c'est l'écriture dx, dy, extérieur dy, elle est bien sûr légitime. Donc, vous voyez pourquoi. Donc, alors on va effacer ça. Donc, le dx, dy, maintenant, vous connaissez c'est quoi? Alors, donc, je continue, je reviens la souris. Alors, donc, voilà, dx, dy, c'est l'application déterminant définie sur R2. Quoi. Alors, dans le cas n égale 3, alors attention, ici n égale 3, vous avez dx, dy, dz. Avec ces 3 dx, dy, dz, on a dit que ce sont des applications qui sont linéaires, c'est des projections. Donc, avec ça, on va écrire, on a dy, dz. Alors, là, j'ai gardé une certaine, regardez, ici, d de y avec d de z. Et ici, d de z avec dx, et là, dx avec dy. Alors, ça, c'est en analogie. Si vous prenez dx, c'est comme le vecteur i. Alors, comme analogie. Et dy, c'est j. Et dz, c'est k. Quand vous faites
J vectoriel K. Qu'est-ce que vous trouvez? Là, vraiment, c'est le produit vectoriel que vous connaissez. J vectoriel K, vous trouvez I. C'est pour ça que j'ai commencé par D de Y, D, Z. Et après, si vous faites K vectoriel I, vous trouvez J. Et si vous faites I vectoriel J, vous trouvez K. Donc ça, c'est oméga, c'est comme, elle a pour composante 3 fonctions F, G, H. Bien sûr, c'est des fonctions de classe CK. Et là, c'est comme I, et ça, c'est comme I, ça, c'est comme J, et ça, c'est comme K. C'est pour ça que j'ai écrit D de Y, D, Z. J'ai commencé par, pas DX, DY, j'ai commencé par DY, DZ. Puis DZ, DX, puis DX, DY. Et voilà, donc, pour n égale 3. Alors, D de XI, D de XJ, comme tout à l'heure, ils sont définis sur, de R3 croix R3. R3 croix R3. Donc, DX, DXJ, XY, ça c'est DXI, X, DYJ. On sait que DXI, c'est la IM projection. D de XJ, c'est la JM projection. Donc, moins. Alors, D de XI, il est là. Le DXI, c'est DX, DY, DZ. Alors, si vous prenez par exemple I égale à J, je n'ai pas écrit ça, DXI vectoriel D de XI, produit extérieur, c'est 0. Si vous faites ça, vous allez trouver 0. Donc, voilà comment on peut définir DXI vectoriel. C'est comme produit vectoriel. Alors, ça, c'est exactement DXI, D de XJ. Alors, XY, c'est le mineur. C'est ce qu'on appelle le mineur. Les mineurs, vous l'avez vu en algèbre, et du matrice, vous avez vu les mineurs du matrice, on va le voir ici. Donc, D de XI, D de X extérieur, D de XJ sont des applications qui sont bilinéaires. Et en plus, ils sont symétriques. Ils sont des applications bilinéaires. Alors, regardez donc oméga. Comme ici, l'application oméga, que ce soit là ou là, elle est, quand vous l'appliquez à un point, c'est f de ce point qui est un réel, d de x extérieur, d de y, et là, c'est une application qui est bilinéaire, symétrique, alterne, symétrique. Donc, c'est une application bilinéaire symétrique. Parce que quand vous faites dx, dy égale à moins d de y dx, antisymétrique, il n'est pas symétrique, dx extérieur dy n'est pas égal à dy dx, égal, moins dy, donc il est antisymétrique, qu'on appelle alterné. Voilà donc donc oméga appliqué, je ne sais pas si je vais l'écrire, voilà donc c'est une notation, oméga 2, comme tout à l'heure, et voilà donc le oméga, il va de U, donc A2 de RNR. Alors, chaque fois que vous prenez U appartenant à U, son image, oméga U, il vit dans A2 de Rn. Et c'est quoi A2 de Rn? C'est l'espace des applications bilinéaires antisymétriques. Antisymétriques. Parce que c'est comme le déterminant. Vous savez que le déterminant, il est antisymétrique. Et là, vous avez les mineurs. Les mineurs, ce sont des déterminants. On va voir, est-ce que j'ai fait des... Bon, j'ai fait des exemples. Voilà. Donc, je prends x égale A1, B1, C1, y égale A2, B2, C2. D'une manière générale, c'est quoi D de x, dy, dz? Dx extérieur, dy de xy. Voilà, regardez. Donc, c'est... Alors, ça, c'est les x, A1, A2, c'est les x. Et ici, B1, B2, c'est y. Alors, c'est le mineur. Alors, je vais faire une annotation pour voir. Alors, regardez. Quand vous avez, alors, donc, annotation. Donc, quand je prends, voilà, vous avez le A1, voilà mon X, A1, B1, C1. Et vous faites produit, c'est pas produit, c'est, non, c'est pas ça, dx de ça. Alors, ce que je vais calculer, donc, j'ai effacé, donc, c'est dx avec dy
de ça. dy de ceci. Bien sûr, ici, je prends, c'est pas ça. Et là, je prends aussi A2. Alors, A2, B2, C2. Alors, j'ai dit, c'est le mineur. Alors, je vais prendre la matrice dx, dy. Voilà les dx. Ça, c'est le premier x, deuxième projection, c'est B1. Si je prends la matrice A1, ici, j'ai A2, j'ai B1, j'ai B2, j'ai C1 et j'ai C2. Alors, les mineurs d'ordre 2, il n'y en a que 3. Il y a le premier. Voilà le premier mineur qui est fait avec ces deux-là. Et là, vous voyez, quand je prends ces mineurs, ces deux-là. Donc, X avec Y. Donc, ça veut dire les X et les Y. Les composants de X, les composants de Y. Et prenez le mineur, c'est bien sûr, c'est le déterminant. Ça, c'est le mineur d'ordre 2. Deuxième mineur, D de Y, D de Z. Où est Y? Voilà Y et voilà Z. Donc, D de Y, D, Z, c'est déterminant-là. Déterminant, donc, parce qu'il y a 3 mineurs. J'ai dit, voilà le premier mineur, voilà le deuxième mineur, voilà le troisième mineur qu'on va voir ça avec ça. Alors après, il y a des Z avec des X. Alors, des Z avec X, il faut commencer par C1, parce que des Z, c'est le premier. Donc, il faut commencer par C1, C2, voilà, C1, C2, et puis A1, A2. Et comme si vous prenez le produit vectoriel de ces deux-là, prenez le produit vectoriel de ces deux vecteurs. Alors, vous rappelez le produit vectoriel. Donc, si vous prenez le produit vectoriel de ces vecteurs, qu'est-ce que vous faites? Égal. Alors, le premier, vous enlevez ça et vous prenez B1, B2, B1, B1, B2, C1, C2. Alors, ça, c'est exactement D de Y avec DZ. Donc, ça veut dire le premier, c'est DY avec DZ. DY avec DZ. Bien sûr, 2 avec DZ. Donc, DY, c'est comme j'ai enlevé, il y a DX, DY, DZ, j'ai enlevé DX. Donc, ici, vous avez DZ. Alors, donc, DZ. Le deuxième, j'ai dit pour calculer le produit vectoriel, qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez ça. Le premier, vous levez. Et vous prenez ce mineur déterminant. Donc, c'est B1, C2. Et B1, c'est exactement DY, DZ. C'est comme K. Parce qu'on sait que… Alors, le deuxième, appliquez bien sûr ce vecteur. Le deuxième, qu'est-ce qu'on prend? Alors, le deuxième, il faut enlever le deuxième. Mais il ne faut pas prendre ce mineur. Il faut faire moins de ce mineur. Donc, ça veut dire que C1, c'est le déterminant. De C1, C2, exactement, c'est celui-là. C'est des Z avec des X. Des Z avec des X. Et le dernier, donc ça, c'est pour appliquer, bien sûr, attention, ça, c'est appliqué au vecteur. Et le dernier, vous enlevez ça. Donc, vous trouvez A1, B2, moins A1. Et ça, c'est exactement dx, dy. Donc, voilà, vous voyez que dx, dy. Donc, vous avez déjà vu le produit vectoriel, ça se note comme ça. Donc, et nous, on a noté, c'est exactement comme le produit vectoriel. Donc, voilà, pour définir ces deux entités. Et ce sont vous voyez que dx, d de y, ce sont des applications qui sont bilinéaires. Donc, ils sont bilinéaires alternés. Donc, ils sont bilinéaires. Et ceci va nous dire que oméga, je reviens un petit peu, oméga, il est défini sur U, mais à valeur
dans A2 de RNR, les applications bilinéaires symétriques. Tout à l'heure, degré 1, c'est de oméga, il va de U dans les applications linéaires. Alors, bien sûr, linéaires, ils sont définis sur Rn. Alors, pour 2, ils sont définis dans bilinéaire, antisymétrique, bien sûr. Et voilà, donc j'ai donné. Alors, exemple, oméga xy, voilà un exemple dans R2. Alors, dans R3, je prends celui-là. X dy dz, y dz, z dx. Et on verra. Alors, voilà donc les formes différentielles de degré 2. On passe aux formes différentielles de degré 3. Donc, degré 3, alors, j'ai commencé par, donc, toujours de classe CK, sur un ouvert, toujours comme tout à l'heure, et j'ai commencé par R3 directement. Je n'ai pas pris n égale 1, je n'ai pas pris n égale 2. Parce que pour n égale 1, il n'y a pas de forme différentielle de degré 3. Pour n égale 2, il n'y a pas de forme à part 0. Donc la seule forme de différentiel de degré 3 dans R ou dans R2, quand U est inclus dans R ou U inclus dans R2, c'est 0. Parce que il y a dx, dy, dz. Alors vous voyez ici, dans le cas 3, dans le cas bien sûr, degré 3, je vais travailler dans R3, les autres c'est 0, donc ça n'a pas d'importance. Donc oméga c'est égal à quoi? C'est F, F c'est une application, fonction qui est définie sur U, il y a oméga K0 de classe CK, donc et là dx extérieur, alors dy extérieur des z, dx, vous allez me dire c'est quoi cette entité? Dx extérieur dy extérieur dz. Et, alors, c'est exactement, quand vous prenez, il est défini sur R3 croix R3 croix R3. R3 croix R3 croix R3. Ça, c'est une application linéaire, application linéaire, application linéaire. C'est des projections. Et j'essaie d'écrire c'est quoi cet être-là avec ce signe. Alors, quel que soit X, Y, Z, alors d'après la motivation, il faut qu'on trouve le volume. Parce que là, on va travailler dans R3. Donc, c'est le volume. Tout à l'heure, c'était on a vu dx, dy désigne, en fait, ce n'est pas le volume, désigne l'air. Et l'air, on a pris vraiment un parallélogramme et on a vu que dx, dy désigne l'air d'un parallélogramme. Ici, dx, dy, dz, x, y, z. Vous prenez x. Alors, donc, je vais faire une annotation pour comprendre. Alors, donc, vous prenez x, voilà x, voilà y. Alors, ça, c'est grand X. Ça, c'est grand Y. Voilà grand X. Voilà grand Y. Alors, et ici, vous prenez grand Z. Voilà, grand Z. D'accord? Et vous essayez de créer, à partir de ça, vous créez le pavé. Alors, attention, X, c'est pas bien fait. Le pavé. Donc, je crée le pavé. Bon, le pavé, bon, c'est pas. Ça, c'est le pavé. Alors, donc, qu'est-ce que vous. Quand vous prenez le volume de ce pavé, c'est égal à quoi? Le volume de ce pavé. Le volume de ce pavé, c'est exactement le déterminant de x, y, z. Vous voyez donc le déterminant, ce déterminant, il mesure le volume de ce pavé. Bien sûr, si x, y, z sont collinaires, c'est libre, c'est pas libre, c'est lié. Dans ce cas, ce pavé, elle est dégénéré et le volume égale 0. Et ça, vous savez que si x, y, z sont liés, le déterminant est nul. Donc, ça veut dire que vous avez un pavé qui est dégénéré, n'a pas de volume. Il va être égal à 0. Il va être aplati. Donc, c'est égal à 0. Donc, vous voyez, la motivation que j'ai donnée au départ,
Alors, la motivation que j'ai donnée au départ, c'est qu'on va créer des êtres qui vont nous servir à définir quelque chose de géométrique. Vous voyez que le déterminant, c'est en fait, même pour tout à l'heure, on a vu des déterminants, des mineurs, c'est des déterminants. Donc, le déterminant, c'est le point clé. Donc, le déterminant, vraiment, c'est le point clé. C'est celui qui va permettre de définir donc, ces objets-là qui vont avoir, bien sûr, un intérêt majeur, que ce soit en physique, en toutes les. On verra après où on va voir des choses, des opérateurs que vous avez déjà vus en physique, comment on va les créer. Donc là, je donne exemple. Donc, exemple, si je prends x égale 1, A1, B1, c'est 1, A2, B2, c'est 2. Alors, dx, dy, d, c'est exactement le déterminant. Donc, et ça, vous savez comment calculer le déterminant. Alors, je prends ici un autre exemple, x, y, dx, dy, dz, et ainsi de suite. Donc, voilà pour les formes différentielles. Alors, on a créé degré 0, degré 1, degré 2, degré 3. Alors, degré 0, c'est les fonctions. Degré 1, on a vu, c'est les applications qui vont de U dans les applications linéaires. Degré 2, c'est alors, je n'ai pas dit tout à l'heure, j'ai oublié d'écrire que dans ce cas, ah oui, si, j'ai oublié d'écrire, voilà. Alors, pour le cas 3, quand vous avez oméga, il va de U dans A3 de Rn. Et vous savez, A3, on a dit, c'est le déterminant. Qu'est-ce que vous savez de déterminant? Le déterminant de R3, R3 croix R3 croix R3, elle est trilinaire. Elle est linéaire par rapport à chaque colonne, linéaire, donc trilinaire. Et autre chose, elle est alternée. Qu'est-ce que ça veut dire alternée? Si vous prenez deux colonnes qui sont les mêmes, c'est égal à 0. Ou bien, si vous permutez deux colonnes, vous trouvez moins aux deux lignes, comme vous voulez. Donc, parce que le déterminant ne change pas si vous prenez transposé. Donc, voilà. Donc, oméga, il va de U, mais on attache à chaque point U, on lui attache une application qui est trilinaire. Donc, quand vous avez, alors, donc, d'une manière générale, donc, voilà, si je fais, pour comprendre les annotations, bon, alors, je vais faire annotation. Prenez U, voilà votre U. Voilà votre U. Ça, c'est votre U. Alors, bon, ici, il est dans quelconque. Je n'ai pas dit, même ici, bien sûr, on voit qu'elle est de dimension 2, mais en fait, quelconque, dans Rn. Et ici, à chaque point U, c'est quoi une forme différentielle? À chaque point U, qui est dans U, on lui attache un oméga. Oméga, qui est U. Oméga. On a un point. Si vous prenez un autre point ici, V, vous avez oméga V. Si vous avez un autre point W, on lui attache oméga W, et ainsi de suite. C'est comme, par exemple, quand vous prenez un champ de vecteurs, un champ, alors vous avez déjà vu champ magnétique ou la champ de force, en chaque point, vous lui attachez une force. En chaque point, vous lui attachez un vecteur. C'est le vecteur tangent ou le vecteur vitesse. Vous avez en chaque point, exactement ici pour le oméga, en chaque point, on lui attache une application qui est multilinéaire alternée. Multilinéaire. Soit linéaire dans le cas 1, c'est linéaire parce qu'on ne peut pas faire bilinéaire. Dans le cas 2, c'est bilinéaire alterné. Le cas 3, trilinaire alterné, et je peux aller plus loin. Je peux faire dimension 4, degré 4. Et dans ce cas, il faut augmenter la dimension. C'est R4 parce que pour les autres, c'est égal 0. Donc, on peut prendre on peut définir aussi les formes différentielles de degré 4 dans Rn.
peut le faire dans Rn. Mais ici, on va prendre n supérieur à 4. Parce que pour n inférieur ou égal à 3, ça veut dire pour n 0, 1, 2, 3, bah, il n'y a pas de forme différenciée, ils sont nuls. Ils sont nuls, donc ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, vous voyez, à chaque quelque chose, vous lui attachez une application qui est multilinéaire alternée. Et c'est ça la force de ces. Et on a vu chaque fois, même la définition, il reflète quelque chose de géométrique, parce que c'est le déterminant, et le déterminant, c'est géométrique. Voilà, donc je reviens. Donc, je vais effacer et je reviens aux exemples. Donc, je reviens aux exemples. Alors, donc, il n'y a pas de. Voilà. Donc, les exemples. Alors, j'ai dit que dx, voilà, c'est vraiment ici, vous voyez que c'est le déterminant. Ça, vous savez calculer. Alors, maintenant, on a créé, bien sûr, un espace. Et cet espace, c'est l'ensemble de l'espace des formes différentielles d'un degré précis. Le degré, c'est P, d'un degré précis. Soit P, on a vu P égale 0, P égale 1, P égale 2, P égale 3. On pourrait aller plus loin, mais nous, j'ai dit, on va bien sûr se limiter à ce cas. Donc, cet espace, on vient de créer un espace, et quand on crée un espace, est-ce qu'il est possible de mettre des structures sur cet espace? Donc, évidemment, l'espace est muni de manière naturelle d'une structure de R espace vectoriel. Pourquoi? Parce que je peux ajouter. Si je prends, on met alpha et bêta, deux formes différenciées de degré P, je peux les ajouter. Simple, je peux les ajouter parce que je sais ajouter les formes multilinéaires. Quand la somme de deux formes multilinéaires est multilinéaire. La somme de deux formes alternées est alternée. Donc, je peux faire une somme. Je peux multiplier par un réel. Donc, je peux faire des combinaisons linéaires. Donc, la structure d'espace vectoriel, elle est. Alors là, j'insiste pas parce que c'est pas l'algèbre qui nous intéresse, mais nous, on a défini, mais c'est facile. Si vous avez fait l'algèbre multilinéaire, il est facile de voir qu'on peut donc ajouter, on peut multiplier par un scalaire, mais il y a plus, on peut multiplier par une fonction. Alors voilà, donc il va avoir une structure de module. Alors là, je ne vais pas vraiment insister parce que vous n'avez pas fait module. Je ne vais pas insister, mais pour vous dire, module, c'est comme espace vectoriel, mais normalement l'espace vectoriel est défini sur un corps. Module, c'est les mêmes, mais défini sur un anneau. Ici, je n'ai pas un corps. Ça, ce n'est pas un corps, c'est un anneau. Si vous prenez une fonction, vous ne pouvez pas l'inverser. Donc, vous avez, ça c'est des fonctions. On peut bien sûr définir sur les fonctions la somme, le produit. Donc, c'est un anneau. Et vous avez, module, c'est le même axiome qu'un espace vectoriel, sauf ici, vous avez un anneau au lieu d'espace vectoriel. Et la dimension, elle est finie. Tout à l'heure, on a pris, par exemple, pour que ça soit pour le cas n égale 3 et p égale 2, on a vu il y a d de y, dz, et il y a dy extérieur dz, puis il y avait d de z extérieur dx, et puis il y avait dx extérieur dy. Il y a 3. C'est C, 3, 2. N, P égale 2, N égale 3. Donc, c'est 3 et 2. Dans le cas, par exemple, quand le N égale 3 et P égale 1, on a vu dx, dy, dz. Il y a 3. Et c'est N1, c'est N. Donc, c'est 3. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est des combinaisons linéaires, modules, dimension finie, ça veut dire des combinaisons linéaires, mais les coefficients ne sont pas des réels, sont des fonctions. Et d'ailleurs, si on revient,
on va trouver que c'est f de x plus g de y plus h de k, ou là f de z extérieur de y, et ainsi de suite. Bon, donc vous voyez que toujours vous avez ceci. Alors, on pose pour tout ouvert U de Rn la somme, parce que les espaces vectoriels, leur intersection, c'est 0. Donc, je peux prendre la somme directe. Alors là, je reviens, oméga P de U égale 0, oméga P de U, quel que soit P supérieur à N plus 1. Quand le P est supérieur à N plus 1, comme l'exemple que j'ai dit tout à l'heure, donc dans le cas, par exemple, quand on a pris P égale 2 et N égale P égale 2 et N égale 1, on a vu qu'il n'y a pas de forme différentielle, c'est tout est nul. C'est quand le degré dépasse la dimension, quand le degré dépasse la dimension, c'est 0. Il n'y a pas de forme différentielle. Ah, et ça vient de quoi? Ça vient que les applications multilinéaires alternées, quand vous les faites quand vous prenez sur Rn, multilinéaire, P linéaire sur Rn, si vous dépassez P, s'il dépasse la dimension, alors vous avez bien sûr tout système de vecteurs qui dépasse la dimension, elle est liée. Et dans ce cas, puisqu'elle est alternée, elle est égale à 0. Donc, alors maintenant, donc on a créé un espace vectoriel qui est aussi un module. On a créé cet espace. Sur cet espace, on a créé la somme, multiplication par un scalaire, multiplication par une fonction, et le mieux, c'est qu'on va définir une différentielle. Donc, ces êtres, on peut les différencier, comme on a fait pour les fonctions, qui généralisent. Si j'ai une fonction, je peux chercher sa différentielle. Et ces êtres vont avoir la même propriété. J'ai une forme différentielle, je peux chercher sa différentielle. Et là, c'est très, très extraordinaire. Parce que quand un objet, j'essaie de chercher sa différentielle, l'objet devient plus maniable. Donc, je vais chercher ce qu'on appelle ici différentiel extérieur. Alors, on va le définir, ce différentiel extérieur. Donc, différentiel extérieur. Alors, bien sûr, on va définir sur oméga de U une application R linéaire, parce que ça généralise ce que vous connaissez. Alors, D, parce que vous savez, si vous prenez une fonction F, vous savez calculer son D de F. F, vous avez son D de F. Donc, ici, qui va étendre la différentielle des fonctions définies sur U. Donc, ce différentiel, on va le noter de la même manière. D. Alors, vous savez que quand je prends une fonction, je sais écrire D de F. D'ailleurs, si F appartient, alors sa différentielle appartient à oméga K moins 1. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux travailler avec K égale l'infini. Comme ça, on n'aura pas K moins 1. Donc, alors, de manière naturelle, D, on va définir. Alors, ça, on sait définir la différentielle D de F. Alors, D de F, j'ai dit tout à l'heure, D de F, c'est la somme de D de F sur DXI, DXI. Ça, c'est donc F, elle est en oméga K, mais D de F, elle est là, il vit ici. D de F, pour chaque élément de X, elle est linéaire. D de F de X, elle est linéaire. Donc, il vit ici. Donc, on divise de manière naturelle l'application R de D de oméga P dans oméga P plus 1. Alors, vous voyez ici le cas. Alors, quand on différencie, c'est comme une fonction. Quand la fonction est de classe CK, quand je la différencie, il devient de classe CK-1. Donc, la différenciabilité descend de 1. Mais quand j'ai F une fonction, son D de F, il est dans oméga 1. La même chose, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? D de oméga P, K, alors la différenciabilité va descendre, mais ici, le degré va monter de 1. Comme ici, oméga 0, oméga 1, D de F, il va monter de 1. Et on va le faire, voilà. Donc, si oméga appartient à df, oméga D de F, n égale 1. Donc, je regarde n égale 1. Pour n égale 1, vous avez oméga
oméga K0 de U, D de oméga, c'est D de F égale à F' de X, D de X. Donc, c'est égal à F'. Alors, pour N égale 1. Donc, pour N égale à 1, vous savez que il y a que les degrés 0 et degré 1. N égale 1, on travaille dans R. Les autres, c'est nul. Donc, ce n'est pas la peine de les faire. Quand le degré dépasse la dimension, c'est égal à 0. Donc, D de 0, c'est 0. Donc, ce n'est pas la peine de différencier quelque chose de nul. Donc, si oméga égale à F, vous savez, voilà D de oméga, c'est F' de X, D de X. D de F, c'est F' de X, D de X. Ça, vous le connaissez. F' de X, c'est la dérivée fois D de X. Donc, c'est ça D de F. Attention, le F' de X que vous connaissez la dérivée, ce n'est pas la différentielle. La dérivée, c'est un réel. La dérivée, c'est un réel. Par contre, D de F, la différentielle, c'est une application linéaire. Donc, en général, dans R, D de F, c'est F' de X, D de X. Alors, si oméga de degré 1, vous avez oméga égale F de dx, D de oméga dans ce cas, je pose égale 0. Donc, dans ce cas, D de oméga égale 0. Alors, maintenant, pour N égale 2, donc j'ai fait N égale à 1. J'ai défini D pour les formes différentielles de degré. Alors, pour N égale 1, j'ai défini la différentielle extérieure. Pour le cas égal à N égale 2, donc il y a les fonctions de degré 0. Alors, oméga égale D de F. Voilà à quoi égale D de F sur dx, dx plus D de F. dy, D de y. Alors, regardez, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'on va retrouver quelque chose que vous connaissez en physique. Donc, D de oméga, c'est quoi? C'est le produit scalaire de gradient de F fois dx, dy. Alors, j'insiste sur ça pour dire que ces objets jouent un rôle important en physique. Alors, quand je différencie oméga, oméga est dans oméga 0, je trouve le gradient de F, le champ gradient, multiplié par dx, dy. Donc, ça, c'est pour n égale 2. Si oméga, alors bien sûr, maintenant 1. Ça, c'est R. Alors, toujours n égale 2, mais là, j'ai pris au départ F oméga degré 0. Maintenant, je vais prendre oméga degré 1. Voilà, et je vais calculer son D. Alors, D de oméga, c'est D de F extérieur D de X plus D de G extérieur D de Y. Alors, je n'ai pas ici. Donc, je vais annoter comme ça pour voir pourquoi j'écris celle-là. D'où il vient cette formule. Alors, donc, je vais faire une annotation. Alors, voilà. Donc, D de F, normalement, D de F, c'est. Alors, D de F. Alors, D de F, il y a un problème d'écriture. D de F sur D de X. Tout à l'heure, on a écrit D de F. D de F de X, dx, plus. Bon, il y a un petit problème. Donc, pour l'écriture, ce n'est pas très fameux, mais il faut s'habituer. Oméga. Alors, D de F. Oh, D de F, je n'arrive pas à écrire. C'est ça le problème des problèmes de pain. Ça, c'est le pain. Pas le pain de Hobbes. C'est le pain de Paint, donc de l'ordinateur. Donc, D de. Alors, donc, là, je trouve des difficultés à écrire. Alors, D de F du Y. Là, vous avez D de Y. Bon, je vais écrire uniquement celle-là. Donc, ça, c'est D de F. Ça, c'est D de F. Voilà D de F. Donc, et tout ça, il y a parenthèse. Parenthèse. Et je mets ici extérieur D de X. Alors, parenthèse, extérieur D de X. Bon. Ça se bloque. Alors, et je vais faire, donc, je vais développer ça. Donc, c'est ça, dx vectoriel extérieur dx. Mais tout à l'heure, j'ai dit dx extérieur d de x, parce que dx, c'est un déterminant dégénéré, donc c'est égal 0. Qu'est-ce qui reste? dy avec dx. dy avec dx.
Mais, et là, vous avez d de f, donc ça va, on va trouver dy dx. Mais dy dx, c'est moins d de x dy. C'est pour ça qu'il y a moins. Voilà, c'est d de f sur d de x, c'est d de f sur d de y, il y a moins. Moins d de f sur d de y, dx dy. Et pour l'autre d de g, vous faites la même chose. Vous avez ici d de g. Alors ici, au lieu de f, je mets g. La même chose ici, g. Alors ici, c'est d de y. Et quand vous faites produit dx avec d de y, dx avec d de y, voilà, d de g, dx avec d de y. Et l'autre, dy avec dy, c'est égal à 0. Donc, vous voyez que vous trouvez ce qu'on voulait chercher. Voilà, donc, on va trouver, donc on va trouver ceci. Donc, on va trouver, donc on va trouver d de oméga égale c'est d de g sur d de x moins d de f, d de x, d de y. Voilà, et si oméga égale à f dx, là c'est de degré 2, alors dans ce cas, d d'oméga égale 0. Donc c'est le cas. Alors on travaille toujours dans n égale 2. Donc pour le cas n égale 2, voilà. Alors, donc n égale 3. Alors n égale 3, vous avez oméga 0. Alors pour n égale 3, vous avez oméga 0, vous avez oméga 1 et vous avez oméga 2 et vous avez oméga 3. Oméga 0 pour les degrés 0, 1, 2, 3. À partir, si je dépasse 3, c'est 0. Donc, ce n'est pas la peine de les faire. Donc, pour D de F, vous savez, voilà l'écriture. C'est le gradient de F. Alors, on retrouve le gradient de F. Alors, maintenant, si oméga égale F de dx plus g d de y plus h d de s, ça, c'est degré 1. Voilà l'écriture. Si je cherche d de oméga, c'est ça. D de f avec d de x, d de g avec d de y, d de y avec dz. Mais si on développe, je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça. Alors, qu'est-ce que vous retrouvez? Rotationnel. Alors, rotationnel de f, gh. Rotationnel de f sur gh. Alors, ça, c'est d de oméga. C'est important. Alors, en physique, vous faites toujours des intégrales triples où il y a des rotationnels parce que ça vient de d de oméga. On intègre les d de oméga. Donc, rotationnel. Alors, bien sûr, produit scalaire avec dy, dz, dz. Ça, ce n'est que i, ça, ce n'est j, et ça, ce n'est que k. Tout à l'heure, on a fait. Alors, si je prends maintenant de degré 2, de degré 2, voilà sa forme. Tout, vous voyez, il y a, alors ça, c'est la base. On a dit tout à l'heure, c'est à dimension 3. Ça, c'est la base. Et bien sûr, comme module. Et là, vous avez des fonctions. F, G, H. Donc, si vous prenez oméga, si vous faites d de oméga, c'est d de f extérieur, d de f extérieur dy plus d de g extérieur plus d de h. Alors, vous faites les calculs, vous trouvez. Alors, comme tout à l'heure, d de f, c'est d de f sur d de x plus d de f sur d de y, dy plus d de f sur d de z, dz. Alors, vous avez bien sûr, si vous trouvez dy extérieur d de y, c'est 0, parce que produit, alors déterminant, si vous avez deux colonnes ou deux colonnes qui sont les mêmes, c'est égal à 0. Donc, parce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le déterminant. Donc, si vous faites dy extérieur dy extérieur d de z, ça veut dire il y a deux colonnes qui sont les mêmes, dy, dy. Donc, le déterminant est nul. Donc, c'est pour ça il va rester que dx, dy, dy. Alors, dx, dy. Et là, vous trouvez d de f sur dx, c'est la divergence. Et vous connaissez la divergence dx, dy, dz. Donc, d de oméga, dans ce cas, quand vous avez de degré 2, vous trouvez la divergence. Divergence du champ FGH, dx, dy. Alors, bien sûr, le cas 3, d de oméga, c'est égal à 0. Alors, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Forme, la différentielle extérieure. Et vous voyez que lorsqu'on différencie, on trouve des êtres que vous avez vus en physique. La divergence, la rotationnelle et gradient. Et si vous vous rappelez, il y a pour calculer le flux, pour calculer la circulation. Bon, il y avait des intégrales où il y avait rotationnel, et ça parce qu'on intègre des d.
oméga. On intègre des formes différentielles. Et donc, on a créé, alors, rappelez-vous, on voulait créer des êtres qui vont nous permettre de calculer des invariances géométriques à l'aide d'une intégrale. Ça veut dire que ces êtres que j'ai trouvés, je sais les différencier, mais je sais aussi les intégrer. Et ça, ce qui est important, on sait les intégrer. Mais je ne vais pas, bien sûr, ce n'est pas notre objectif. Nous, c'est uniquement définir les trucs basiques, les propriétés basiques. On ne voulait pas aller plus loin. Donc, on a différencié. Je voulais faire justement parce qu'il est important un théorème de Poincaré que je vais dicter tout à l'heure. Donc, les formes différentielles fermées et exactes. On va dire, qu'est-ce que ça veut dire forme différentielle fermée? Qu'est-ce que ça veut dire forme différentielle exacte? Alors, donc la définition, donc une forme différentielle est dite fermée si d de oméga égale 0. Donc, si d de oméga égale 0, on dit qu'elle est fermée. D de oméga égale 0, on dit qu'elle est fermée. Alors, une forme oméga est dite exacte si et seulement si, voilà, donc, elle est exacte si seulement si, et il existe alpha, bon, là, il existe alpha tel que oméga égale d alpha. Ça veut dire, alors qu'oméga égale d de alpha, c'est comme une sorte de primitive. Oméga égale d de alpha. Alors, quand vous avez, rappelez-vous, quand vous avez une fonction, vous dites est-ce qu'il admet une primitive. Si vous avez une fonction, alors donc je vais rappeler ceci, donc je vais faire une annotation. Donc, si vous prenez f, qu'est-ce que ça veut dire une primitive grand F? Grand F de une primitive, si la dérivée, donc d de f, alors f' égale f. Donc f' égale f. Ça, c'est comme, voilà, donc oméga f' égale f. Donc il existe, alors ça, c'est exactement, si je note ça, c'est oméga. Ça, c'est oméga. Et ça, je note f', c'est exactement d de alpha. Alors ici, ça veut dire le alpha, c'est à quoi? C'est une primitive de oméga. Alpha, primitive de oméga. Voilà, donc, ça joue le rôle de ça. Et quand vous avez des primitives, vous savez quand même, vous savez comment intégrer une fonction où vous connaissez sa primitive. Donc voilà pour le cas, qu'est-ce que ça veut dire fermé et qu'est-ce que ça veut dire exact. Alors vous voyez, fermé, la différentielle égale 0. Exact, ça veut dire que oméga admet une primitive. Il existe alpha tel que d de alpha égale 0. Voilà donc qu'est-ce que ça veut dire forme fermée, forme. Alors, propriété importante, et c'est ça ce qu'on appelle, propriété importante, si, c'est le terme de Schwartz, si oméga, n'importe quel degré, alors on a d de oméga égale 0. D de oméga égale 0. Quand je différentiel, alors il suffit en fait d'appliquer le terme de Schwartz. Alors, ça, parce que là, il y a plusieurs possibilités. Alors, je ne sais pas si je donnais. Oui, j'ai donné un exemple. Donc, on va voir un exemple comme ça pour s'assurer. Je ne voulais pas le démontrer parce qu'il faut regarder tous les oméga qu'on a pris. Donc, on va le voir sur un exemple. Donc, si oméga, n'importe quelle forme différentielle, mais de degré, alors il faut que K soit supérieur à 2. La différenciabilité est supérieure à 2 pour appliquer Schwartz. Alors, si vous rappelez le théorème de Schwartz, la dérivée seconde de f dx dy, c'est la dérivée seconde de df dy dx. Mais il y avait la condition que f soit différenciable, deux fois différenciable. Donc, il y avait cette condition, f soit deux fois différenciable pour pouvoir appliquer Schwartz.
Donc, ça veut dire que notre cas, on va le prendre supérieur à 2. Comme ça, nos fonctions, les f ou la g ou h, sont de classe C, au moins C2. Donc, vous avez d de oméga égale 0. Donc, si vous faites la différentielle 2 fois, c'est égal 0. Et ça, c'est important. Alors, qu'est-ce que je peux dire alors? Toute forme exacte est fermée à partir de ça, parce qu'une forme exacte est s'écrit d de alpha, donc d de d alpha égale 0. Donc, toute forme exacte est fermée. Toute forme exacte est fermée. Le problème, il faut voir, est-ce qu'une forme fermée, est-ce qu'elle a devenu une primitive? C'est ça. Alors, je vais prendre un exemple. Voilà, d de oméga, c'est ça. Alors, ça, c'est la différence. Ah oui, ça, c'est l'exemple de, pardon, je prends oméga, c'est ça, et je cherche de calculer son d de oméga. Alors, d de oméga, il faut dériver ça par rapport à y, et il faut dériver ça par rapport à x, et vous faites ça moins ça. Alors, donc, on trouve 0. Donc, c'est des calculs qu'il faut chercher. Alors, prenez oméga, la même chose, x, d de y. Si vous cherchez d de oméga, voilà, j'ai pris d de oméga, c'est 3 dx, dy, etc. Alors, théorème de Poincaré, et ça, on va terminer par ce théorème qui est important, théorème de Poincaré. Donc, la question qui se pose, une forme fermée est-elle exacte? On a vu qu'une forme exacte, elle est fermée. Mais est-ce qu'une forme fermée admet une primitive? On a vu, si une forme admet une primitive, elle est automatiquement fermée. S'il admet une primitive, elle est fermée. Et ça, si une forme différentielle admet une primitive, automatiquement, elle est fermée. Et dans ce cas, problème est-elle exacte? Donc, une forme fermée est-elle exacte? Alors, prenons l'exemple ci-dessus. Je prends oméga, voilà. Tout à l'heure, j'ai donné, alors j'ai trouvé d de oméga égale 0. Et on va chercher, est-ce que c'est possible de trouver une primitive? Donc voilà, ça c'est de degré 1. Donc ça veut dire, est-ce qu'il existe f de degré 0 tel que d de f égale oméga? Voilà, c'est ça ce qui nous intéresse. Est-ce que oméga, il est... Alors tout à l'heure, on a vu d de oméga égale 0. Cet exemple, on l'a vu tout à l'heure. Donc d de oméga égale à 0, il est fermé. Alors, est-ce qu'il admet une primitive? Voilà, donc il faut calculer d de f tel que d de f. Alors, on va le faire. Donc, d de f, c'est quoi? C'est d de f sur d de x, dx, plus d de f sur d de y, dy. Donc, il faut que d de f sur dx égale ça, et d de f sur d de y égale ça. Alors, si je pars de étoile, il est facile de trouver f de xy, c'est l'arc-tangente de xy, plus une fonction qui dépend de y. Faites le calcul, là, parce que l'arc-tangente, la dérivée de l'arc-tangente, il faut intégrer. J'intègre ça par rapport à x. Y, je peux le sortir. L'intégrale de x2, je sors le y2. Et donc, c'est l'arc-tangente. Mais c'est y différent de 0. Si y égale à 0, là, il y a un problème. Donc, il y a un problème pour y. Mais étoile n'est pas vérifiée. Alors, si vous faites ça, bah, faites le dérivé par rapport à y, vous n'allez pas trouver ça. Vous allez trouver moins. Donc, il n'existe pas de f. Conclusion, il n'existe pas de f tel que d de f égale à oméga. Quelle est la conclusion? C'est qu'il est possible qu'une forme fermée n'est pas exacte. Alors, une forme fermée n'est pas nécessairement exacte. Mais on a le théorème de Poincaré. Qu'est-ce qu'il dit le théorème de Poincaré? Si U est étoilé, alors c'est quoi étoilé? U étoile, c'est qu'on sort d'une étoile. Ça veut dire qu'il existe un élément de U tel que chaque fois que vous prenez X appartient, tout le segment à X est dans U. Alors, ça veut dire que, bon, je vais essayer de faire géométriquement U étoilé. Il existe un truc, normalement, A, tous les trucs, tous les adresses sont dedans. Donc, vous pouvez avoir sorte d'étoile. Tout, il faut que ça soit tout. Et vous mettez, voilà, vous faites des, voilà, étoilés. Ça, c'est petit a. Alors, vous mettez des points, voilà, des points, et vous, ainsi de suite.
Voilà, donc, vous voyez ici, quand vous avez A, prenez n'importe quel. Par contre, donc, donc ça, c'est étoilé. Par contre, si vous avez un truc comme ça, alors, vous ne pouvez jamais trouver un A tel que, prenez n'importe quel A, le segment, on ne peut pas trouver ici A tel que ça n'est pas étoilé. Par contre, celui-là, il est étoilé. D'accord? Donc, ou bien si vous voulez prendre une étoile, donc si je prends une étoile, alors en général, une étoile, hop là, une étoile, pas comme ça c'est faux, pour aller comme ça. Une étoile, alors elle est étoilée celle-là, par rapport à ce centre, par exemple. Donc ça, c'est étoilé, il ne faut pas prendre ça. Donc ici, vous voyez que étoile, ce n'est pas étoilé. Voilà donc pour, si vous avez un ouvert, bon, je prends des ouverts, si un ouvert, bien sûr, étoilé, donc quel que soit, alors toute forme fermée exacte, donc toute forme, ça c'est le terme de Poincaré. Si vous prenez oméga fermé dans un ouvert étoilé, alors je peux trouver une primitive. Et c'est ça, par exemple, si oméga x, f de x, on prend alpha x, c'est ça le primitive, l'intégrale de ax, f de t. Parce qu'il faut que ceci ait un sens. C'est pour ça que je prends étoilé, l'intégrale de ax. Alors ça, je prends degré 1. Alors, bon, je termine par l'image réciproque parce que c'est important l'image réciproque. Alors donc, dernière chose, c'est l'image réciproque d'une forme différentielle. Alors donc, vous avez une application de classe CK plus 1, phi de U dans V, U de X1, phi. Alors ici, c'est le changement, exactement, c'est le changement de variable. Je change la variable. Comment oméga va se comporter. Donc, l'image réciproque, ça joue le rôle de changement de variable. Donc, vous avez une application de classe et c'est ça qui va bien sûr jouer un rôle très important pour calculer, pour chercher l'intégrale d'une forme différentielle. On verra bien sûr les autres cours comment, quand on veut intégrer, on a besoin d'un truc comme ça, d'un changement de variable. Donc, je prends phi qui va de U dans V. Donc, phi de x1, xn, et là, vous avez phi de... Alors, attention, ce n'est pas dans le même. Ici, n, ici, m. Le v, il est dans Rm, et le u, c'est un ouvert de Rn. Donc, le u est ouvert de Rn, v est un ouvert de Rm. Alors, mais, c'est ça ce qu'on va définir phi étoile, qui va des formes différentielles dans V. Attention, ici, pas de là. C'est pour ça qu'on l'appelle image réciproque. Des formes différentielles dans V, dans les formes différentielles. Donc, alors, la différenciabilité, donc j'ai supposé phi, elle est plus différenciable que oméga. Voilà, K plus 1, elle est plus différenciable. Ici, je prends K, ça veut dire la différentiabilité de oméga, mais phi, elle est plus différenciable que comment mes formes différentielles. Donc, on va diviser phi étoile, K, K. C'est pour ça, parfois, on a dit qu'il faut prendre K égale plus l'infini, on n'aura pas ces choses-là. Donc, on va définir phi étoile, appeler l'application image réciproque par. Alors, normalement, par définition, parce qu'on sait que phi étoile de oméga, c'est une forme différentielle de degré P. Donc, je l'applique à U, et là, je l'applique à X1, XP. Attention, là, j'ai pris P soit 1, soit 1, soit 2, soit 3, soit 0. Si c'est 0, il n'y a pas de ça, c'est le composé. Donc, phi étoile de oméga U, X1, XP, voilà comment on va les définir. Alors, c'est oméga de phi de U, oméga, il est dans ici, que j'applique à dérivée. Phi prime de U appliqué à X1, vous savez que la dérivée est une application linéaire qui va de Rn dans Rm. Les xi, xa, xp, ils sont dans Rn, parce que c'est une forme différentielle de V, elle est inclue dans Rn.
Donc ça, c'est dans Rn. Mais là, il faut qu'il soit dans Rm. Et c'est la différentielle. Quand vous prenez la différentielle phi' de U, il va, quand vous avez U dans V, phi' de U, il va de Rn dans Rm. Donc de Rn dans Rm. Donc c'est une application qui est linéaire. Donc j'applique à ça. Donc voilà. Mais bon, cette formule, elle n'est pas vraiment. On va voir comment on pratique, comment on va calculer l'expression. Alors, on pratique comment calculer phi étoile de oméga. Alors, en général, on donne le oméga, il est dans le oméga, il est dans V. Donc, il va s'écrire en fonction de DYI. Alors, il va s'écrire en fonction de DYI. C'est sigma égale F des fonctions. Et là, des DYI, soit degré 1, soit degré 2, soit une fonction. Degré 1, degré 2, degré 3, ou on peut aller degré plus. Donc, il est en fonction des DYI. Alors, en fait, ici, le Y1, c'est phi1. YM, c'est phi-m. Donc, on va, D2YI, normalement, on va la remplacer par ça. Parce que, par exemple, si vous prenez YI, c'est phi-i de U. Et c'est quoi la différentielle? On a vu D de YI, c'est sigma de D de phi J, D de XJ. C'est ça, sigma de phi D de XJ. Et alors, donc, on va remplacer. Il suffit, en pratique, il suffit de remplacer dans oméga l'expression de D de YI par ça. Alors, on va voir. Ou bien, alors, exemple, je donne exemple. Voilà, R de R2 dans R3. Alors, on va le voir comme exemple. XY. Alors, R, c'est R de Y. S, c'est X plus Y. 2, T égale X, E de Y. Donc, R3, j'ai pris des variables R, S, T. Pour R2, j'ai pris X, Y. Donc, une forme différentielle ici va s'écrire en fonction R, S, T, dr, ds, T. Alors, j'ai pris oméga ici, R, ds, dt, T de degré 2. Donc, j'ai pris de degré 2. Donc, phi étoile d'oméga va être de degré 2, mais dans R2. Alors, on va le faire. Donc, on va remplacer R, c'est égal à quoi? XY. Donc, si vous calculez D de R, c'est égal à quoi? Y. Alors, regardez D de R. R, c'est XY. Alors, si vous calculez D de R, c'est D de R, c'est D de R sur D de X dx, mais D de R sur D de X, c'est Y. Plus D de R sur D de Y qui est égal à X, D et ainsi de suite. Donc, D de R, voilà. D de S, voilà. Et D de T, voilà. Alors après, il faut calculer D de S, dt. Voilà, donc c'est ça, extérieur ça. Et vous faites vous développez. Hein, vous développez, c'est dx avec dx égale 0, dx avec dy, voilà. Alors vous faites ça avec ça, dy, dx, c'est moins dx, dy. Pourquoi il y a moins? Et puis dy, dy, c'est 0. La même chose pour l'autre. Voilà, donc tous en fonction de dx, dy. Donc, alors après, vous calculez de phi étoile de oméga. Attention, normalement, phi étoile de oméga, c'est égal à quoi? Phi. Alors, oméga, c'est R, ds. On veut que de xy. Donc, je remplace R par sa valeur, c'est xy. T par sa valeur, x plus y au carré. 2s par sa valeur, c'est 2x, ey. Et puis, je remplace ds, dt. Voilà, ds. Alors, j'ai tout, ds, dt, voilà. dt égale ça, dr. Et puis, maintenant, pour calculer phi étoile, voilà, donc c'est xy, dx, dy. Donc, on va avoir que x et y et dx. Donc, voilà phi étoile de oméga. Et voilà, donc, on a fini le cours. Donc, alors, est-ce qu'il y a des questions? Donc, vous pouvez maintenant activer. Alors, vous pouvez activer les micros et vous me dites, est-ce qu'il y a des questions? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Là, je vois que pas mal qui sont partis. Alors, oui, Esma Rojdi, s'il y a des questions, là, je vois que. Alors, active l'audio. Bon, je sais que
les cours avec PowerPoint, ce n'est pas la même chose que cours avec tableau, mais il faut essayer de comprendre, il faut essayer de refaire, bien sûr. Là, j'ai expliqué, mais il faut refaire le cours, il faut essayer de refaire le cours. Et bien sûr, on va voir les exercices. Donc, la prochaine fois, donc lundi prochain, Inch'Allah. Bon, lundi, parce qu'il faut que je prépare. Je n'ai pas préparé et ça me prend du temps. Alors, je dors tous les jours. Ça fait une semaine, je dors jusqu'à 4 heures pour écrire parce que j'ai rien qui écrit. Et ce n'est pas la seule classe, j'ai d'autres classes. Donc, alors, donc la prochaine fois, on va faire les exercices. Donc, il faut que j'écris tous les exercices. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Bon, activez si vous avez des questions, activez le micro. Non, donc, c'est bon? Apparemment, personne ne réagit. Bon, j'espère que vous m'avez suivi. Bon, il faut faire, bien sûr, un grand effort il faut faire un grand effort. Alors, heureusement, vous avez donc le support de cours. Donc, avec ce support de cours, alors on pourrait, on reste toujours en contact. Vous lisez. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez bien sûr me contacter pouvez me contacter par WhatsApp et je vais vous expliquer si vous n'avez pas compris. Donc, à lundi prochain, Inch'Allah. C'est bon? Donc, voilà, donc je vais mettre fin à la réunion. C'est bon? Alors, est-ce que quelqu'un veut réagir? Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Non. Alors, activez. Donc, si vous voulez parler, il faut activer le micro. Parce que vous tous, vous avez le micro qui est éteint. Donc, c'est bon. Alors, donc, je vais finir la réunion.